Raciste, le policier arrête un médecin noir devant sa propre maison, fait face à un retour de bâton incroyable, les lumières fluorescentes de l'hôpital central de Riverwood émettaient un léger bourdonnement, à peine perceptible en journée, mais bien plus évident pour ceux qui terminèrent leur service de nuit. Le docteur Benjamin Ben Carter, un médecin noir élancé d'une trentaine d'années, le remarqua alors qu'il traversait le couloir principal à 2h14 du matin. Il venait de passer 15 heures en service, prévus initialement pour 12, mais un cas de traumatisme imprévu l'avait retenu plus longtemps. Exténué, mais toujours alerte, il poussait un chariot rempli de dossiers patients et de notes. En s'arrêtant au poste des infirmières, il prit une gorgée de son café tiède qui avait plus le goût du carton que de la caféine. Ben aimait son métier pour son impact direct sur la vie des patients. Il avait grandi dans un quartier ouvrier de Halcyon City, voyant ses proches lutter pour payer leurs factures médicales. En décidant de devenir médecin, il s'était promis d'exercer avec empathie, en particulier pour ceux que la société négligeait. Grâce à des bourses et des années de résidences éprouvantes, il était devenu un spécialiste des urgences, reconnu pour son calme sous pression et son profond respect pour chaque patient. Ses collègues admiraient son talent en salle d'opération et son attitude imperturbable au chevet des malades. Pourtant, il faisait encore face à des formes subtiles de discrimination, des regards étonnés de patients ou de membres du personnel supposant que l'homme noir en blouse devait être un technicien et non le médecin responsable. Il gérait ses moments avec dignité, se concentrant sur son objectif principal, sauver des vies. Après avoir finalisé sa paperasse, il se dirigea vers le hall principal de l'hôpital. Un agent de sécurité lui fit un signe de tête familier, auquel Ben répondit de la même manière. Dehors, les rues de la ville scintillaient sous l'effet de la pluie récente, des flaques d'eau reflétant la lumière des lampadaires. Sa berline argentée, un modèle hybride, était garé dans le quartier chic proche de l'hôpital. Un endroit bien éclairé censé dissuader les cambriolages. Il glissa son stéthoscope dans la poche de son manteau en bâillant. Malgré sa fatigue, il ressentait cette légère euphorie d'après-service, celle qui vient après avoir guidé des patients à travers des situations critiques. Tout ce qu'il désirait désormais, c'était une douche rapide, un repas chaud et quelques heures de sommeil avant de repartir pour une nouvelle garde plus tard dans la journée. À l'autre bout de la ville, dans un quartier résidentiel paisible nommé Tall Pines Ridge, l'agent de police Thomas Whitmore effectuait sa patrouille. Ce quartier, bordé de grands chênes et de maisons cossues, était réputé pour son faible taux de criminalité. Les seuls incidents notables concernaient des cambriolages occasionnels ou des vols de voitures. Mais récemment, des signalements de personnes suspectes errant dans les quartiers huppés avaient mis tout le monde sur les nerfs. Thomas, un policier blanc d'une quarantaine d'années, avait grandi dans une petite ville rurale. Il voyait son travail dans les forces de l'ordre comme une carrière stable et un moyen de maintenir l'ordre, tout comme son père avant lui. Avec les années, Thomas avait intégré certaines croyances non dites sur qui appartenait ou non au quartier riche. Tall Pines Ridge, avec ses haies impeccablement taillées et ses pelouses entretenues à la perfection, lui semblait être un domaine réservé à certains types de résidents. Dès qu'il y voyait quelqu'un qui ne correspondait pas à cette image, il se méfiait instinctivement. Il ne se considérait pas comme raciste. Il croyait simplement faire son travail. Pourtant, ses croyances le conduisaient souvent à considérer les Noirs ou les Latinos présents dans des quartiers aisés avec une suspicion démesurée. Il justifiait cela en évoquant les statistiques de cambriolage ou en répétant les plaintes des résidents sur les étrangers aperçus dans le secteur. Ce soir-là, une brume épaisse recouvrait le quartier et la pluie fine s'intensifiait. Thomas roulait lentement, fenêtre partiellement ouverte pour capter tout bruit inhabituel. Son tableau de bord éclairé affichait une carte des appels locaux. Il s'attendait à repérer une silhouette rôdant sans but ou une voiture suspecte garée au mauvais endroit. Il mémorisait mentalement chaque passant. Vers 2h30 du matin, Ben Carter se gara à son emplacement attitré près de son complexe de condominium. Le lampadaire à proximité projetait un cercle jaune intense sur le bitume mouillé. L'endroit était calme, presque tous les résidents dormaient déjà. Ben sortit de sa voiture, se frotta les yeux et ramassa quelques affaires sur le siège passager. Un vieux manuel médical qu'il relisait et un sandwich entamé de la cafétéria de l'hôpital. Il observe brièvement le silence du quartier, la bruine tombant doucement sur les feuillages. À quelques rues de là, la voiture de patrouille de Thomas tourna au coin et longea les rangées de véhicules garés. Il remarqua aussitôt un mouvement, un homme fouillant dans une berline argentée. Instinctivement, Thomas ralentit, ses réflexes s'activant. L'individu était noir, vêtu de ce qui ressemblait à des vêtements de travail, peut-être des vêtements médicaux, à cette heure-ci dans ce quartier chic. Sa suspicion grimpa en flèche. Il se souvint du dernier bulletin de la police mentionnant une recrudescence des vols de voitures dans les quartiers aisés.
La scène correspondait à son stéréotype mental. Un étranger en train de forcer une voiture. Il alluma les phares puissants de son véhicule de patrouille, les braquant directement sur la berline. Ben plissa les yeux sous l'éclat soudain des phares, pris au dépourvu. Il leva la tête et vit la voiture de police s'approcher lentement. Son cœur s'accéléra. Il n'avait rien fait de mal, mais il connaissait trop bien ce sentiment d'inquiétude. Être un homme noir dans un quartier aisé et être confronté aux forces de l'ordre. Des scènes d'actualité lui revinrent en mémoire. Des professionnels noirs harcelés pour intrusion chez eux, ou arrêtés au volant de voitures qu'ils avaient achetées. Il inspira profondément et tenta de garder son calme. Cela faisait 3 ans qu'il vivait ici, mais c'était la première fois qu'un policier l'interpellait de cette manière. La voiture s'arrêta. Thomas Whitmore sortit, le corps tendu. Une main resta près de son holster. « Éloignez-vous du véhicule » ordonna-t-il d'une voix plus tranchante que nécessaire. Ben, toujours tenant son sandwich et son livre, obéit. « Y a-t-il un problème, officier » demanda-t-il calmement. Thomas fronça les sourcils et pointa sa lampe torche vers lui. « Vous voulez bien m'expliquer ce que vous faites dans cette voiture à 2h30 du matin ?» Il insista sur cette voiture, comme si elle appartenait forcément à quelqu'un d'autre. D'un ton mesuré, le docteur Carter répondit « Je suis le docteur Ben Carter, je rentre chez moi après mon service à l'hôpital. Cet immeuble est chez moi, cette voiture est la mienne. » Il tendit la main pour montrer son badge d'hôpital, accroché à sa ceinture, où l'on pouvait lire « Médecin » sous la lumière du lampadaire. Au lieu de reconnaître l'idée, les yeux du policier se plissèrent davantage. « Montrez-moi votre permis de conduire et la carte grise », exigea Thomas, ignorant le badge médical. La bruine s'intensifiait, tapotant sur le trottoir. Ben posa son sandwich sur le coffre et glissa lentement une main dans sa poche pour sortir son portefeuille. Il fit des mouvements délibérés pour éviter d'effrayer l'agent. Il sortit son permis de conduire ainsi que les papiers du véhicule du coffre à gants, expliquant en même temps « J'habite ici depuis un moment. L'adresse sur ma carte grise est la même que celle de cet immeuble. » Il tendit les documents. L'agent braqua sa lampe dessus, mais la tension dans son corps ne diminua pas. Les secondes s'égrenèrent et Thomas restait méfiant. Lydie indiquait bien Benjamin Carter avec l'adresse correspondant au bâtiment. L'immatriculation correspondait aux plaques de la berline. Normalement, cela aurait suffi pour conclure le contrôle, mais le doute persistait dans l'esprit du policier. « D'où venez-vous » demanda-t-il. « De l'hôpital, je suis médecin » répéta Ben. L'éclat fluorescent de la lampe le fit cligner des yeux, tandis que l'eau ruisselait sur ses cheveux courts. Un petit groupe de voisins de l'autre côté de la rue, réveillés par les lumières de la voiture de police, observaient depuis leurs balcons et fenêtres. L'un d'eux reconnut le docteur Carter, l'ayant déjà croisé dans l'ascenseur. Un autre attrapa son téléphone pour enregistrer la scène, sentant une situation anormale. Ben Carter tenta de rester calme, mais sa frustration monta. « Y a-t-il une raison pour laquelle vous me traitez comme un suspect ?» demanda-t-il, la voix tendue. La réponse de l'agent fut immédiate. « Avancez ici, gardez vos mains en évidence. » Il s'approche d'un pas résolu, l'air chargé de confrontation. « On a eu des vols dans le quartier. Je ne vois pas pourquoi un homme en blouse médicale serait dans une voiture de luxe à cette heure-ci. » L'insinuation raciste le blessa. Suggérer qu'un homme noir en tenue médicale devait forcément prétendre être médecin. « Je vous ai dit que j'habitais ici », insista Ben, la colère perçant dans sa voix. « Vérifiez bien, Lydie, regardez mes accréditations d'hôpital. Je n'ai pas à prouver plus que ça. » Il tenta de garder son calme, conscient de la rapidité avec laquelle ce genre d'interaction pouvait dégénérer. Mais quelque chose dans le regard de l'agent laissa présager le pire. Les yeux de Thomas balayèrent les environs. Des nuages de préjugés et une pointe de peur se mélangeaient dans son esprit. Il se remémora les fiches des suspects de cambriolage affichées au poste et projeta ces images sur Ben, ignorant la logique. Plutôt que de reconnaître son erreur, il choisit d'aggraver la situation. « Retournez-vous, main derrière le dos » ordonna-t-il. Un choc parcourut Ben. « Officier, non » s'exclama-t-il, reculant d'un pas. « Je vous ai tout montré. » « Vous résistez » L'agent bondit, agrippant le bras de Ben. Son stéthoscope glissa de sa poche et tomba sur l'asphalte. « Je ne résiste pas » protesta Ben, le cœur battant à tout rompre. L'agent le plaqua contre le capot, son visage rencontrant le métal froid, tandis que ses poignets étaient remmenottés. Une vague d'humiliation l'envahit, être traité comme un criminel devant son propre immeuble. Les téléphones des voisins brillaient, capturant chaque seconde de la scène. « Hey, c'est notre voisin, c'est un médecin » lança une femme depuis un balcon. Un autre homme cria « Officier, vous arrêtez la mauvaise personne ?» Les voix s'élevèrent. Mais Thomas, en proie à une montée d'adrénaline, ignora les supplications et serra les menottes. Il passa un appel radio signalant un suspect potentiel pour vol de voiture, sa voix légèrement tremblante. La joue de Dr Carter était pressée contre le capot de sa propre voiture, la bruine s'accumulant sur son dos.
Il bouillonnait d'une combinaison de peur et d'indignation. « Vous faites une erreur » répéta-t-il, la gorge serrée. Quelques minutes plus tard, d'autres gyrophares approchèrent. Une deuxième voiture de patrouille arriva, suivie d'une troisième. La première agente à sortir reconnut immédiatement le docteur Carter, l'ayant croisé lors d'une foire médicale organisée par l'hôpital. Ses yeux s'écarquillèrent en le voyant menotté, le visage tordu par la douleur. « Thomas, qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle, le ton sec. Pris de court, l'agent Whitmore commença à balbutier une explication. Mais elle le coupa net. « C'est le docteur Carter de Riverwood Central, bon sang. Il habite ici depuis des années. » Un silence sidéré s'abattit sur la foule, suivi de murmures outrés. Thomas sentit une vague glaciale de prise de conscience s'abattre sur lui, même s'il tentait de ne rien laisser paraître. Sans attendre, la deuxième agente lui retira les menottes et aida Ben à se redresser. Un hématome commençait à se former sur son poignet gauche. Les téléphones captèrent chaque instant. La foule grondait. Certains exigeaient le nom et le matricule de l'agent. D'autres posèrent une main sur l'épaule de Ben, lui demandant s'il allait bien. Il inspira profondément, sa respiration encore tremblante. Enfin libre, il se tourna vers l'agent Whitmore, le visage crispé par une rage contenue. « Vous n'aviez aucune raison » siffla-t-il, sa voix basse mais brûlante de colère. « Aucune raison du tout » L'agent resta figé, ouvrant la bouche sans qu'aucun mot n'en sorte. Il cherchait une excuse, mais il n'y en avait aucune. Des voisins se précipitèrent avec des vestes pour protéger Ben de la bruine. La scène devint surréaliste. L'agente ayant libéré Ben passa un appel radio à son supérieur qui arriva peu après. En quelques échanges à voix basse, il comprit la gravité de la situation. L'hostilité de la foule monta d'un cran. Certains y voyaient une illustration flagrante des discriminations systémiques. D'autres étaient simplement choqués que cela puisse arriver ici, dans leur quartier supposément sûr. Bientôt, la nuit se transforma en déferlante médiatique. Les vidéos montrant un médecin noir en blouse, plaqué contre sa propre voiture par un agent blanc, avec des voisins criant son identité, envahirent les réseaux sociaux. En quelques heures, le hashtag Georgia Justice pour Dr Carter devint viral. Une chaîne locale contacta l'hôpital pour une déclaration officielle. En pleine nuit, le département de police entra en mode gestion de crise. Mais pour le docteur Ben Carter, la blessure était bien plus profonde, une violation de son propre sentiment de sécurité dans un quartier censé être son refuge. Si même un médecin respecté pouvait être traité ainsi, qu'en était-il des autres ? Au lever du jour, les vidéos comptaient déjà des centaines de milliers de vues. Les patients et collègues de Ben, le reconnaissant grâce à son travail communautaire, exprimèrent leur indignation. L'image de son stéthoscope abandonné sur le béton détrempé, tandis qu'un policier tentait de l'arrêter pour le simple fait d'exister dans un quartier aisé, révolta l'opinion publique. Une question s'imposa rapidement. Quelle serait la réponse des autorités ? Et que comptait faire Dr Carter ? Le lendemain, un flot de journalistes s'installa devant la résidence du médecin. À l'hôpital, l'équipe médicale se mobilisa en soutien. Ses chirurgies furent reportées. L'administration insista pour qu'il prenne du repos et envisage des poursuites judiciaires. « Tu as tout l'hôpital derrière toi », lui assura le chef du service de chirurgie. « Ce qui t'est arrivé est inacceptable. » Des patients qu'il avait vus dans les médias envoyèrent des messages de soutien. Pendant ce temps, le département de police, pris dans la tourmente, tenta d'élaborer un communiqué. L'agent Thomas Whitmore, fraîchement suspendu en attendant les conclusions de l'enquête, se retrouva enfermé chez lui, son téléphone vibrant sans cesse sous un flot de messages indignés, certains venant même de collègues furieux de la mauvaise presse qu'il venait de provoquer. La peur, la culpabilité et le doute le rongeaient. Il revécut la scène encore et encore, se demandant « Pourquoi ai-je supposé qu'il mentait ?» Chaque répétition le confrontait à une vérité inconfortable. Le docteur Carter lui avait montré son badge, son permis, une preuve qu'il habitait là, et pourtant, il avait quand même usé de la force. L'idée qu'il puisse avoir des préjugés plus ancrés qu'il ne l'avait jamais admis lui serra l'estomac. L'après-midi suivant, une conférence de presse improvisée fut organisée par la police. Le chef de la police, sous le feu des questions des journalistes, tenta tant bien que mal de répondre. Certains reporters lui montrèrent même des vidéos en direct, exigeant des explications sur les dérives systémiques et les mesures disciplinaires envisagées. Le chef de la police bredouilla des formules vagues. « Nous regrettons cet incident, nous menons une enquête approfondie, nous présentons nos excuses au docteur Carter et nous ne cautionnons pas le profilage racial. » Mais le public voulait des actions concrètes, pas des mots creux. Présent à la conférence, le maire du comté prit la parole d'un ton plus ferme. « C'est un incident troublant qui souligne la nécessité de réexaminer nos protocoles policiers. » Le soir même, bien que toujours secoué, Dr Carter prit la décision d'adresser un message public. Devant l'entrée principale de l'hôpital, sous une nuée de flashs, il se tint droit, vêtu d'un costume sobre, les mains jointes devant lui. Derrière lui, des collègues de médecins, des infirmières et des figures de la communauté locale se tenaient en soutien. D'une voix maîtrisée mais empreinte d'émotion, il déclara «
Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est l'histoire de chaque personne innocente traitée comme un criminel à cause des stéréotypes. J'ai été humilié devant mes voisins, privé du simple respect d'être écouté. En tant que médecin, j'ai vu de nombreuses formes de souffrance, mais je n'aurais jamais imaginé ressentir celle qui vient du profilage racial devant chez moi. Il faut changer ce système qui permet cela. Son ton mesuré résonna profondément. Les réseaux sociaux s'enflammèrent d'asie et d'admiration pour son sang-froid, le qualifiant de modèle à suivre. Pendant ce temps, l'unité des affaires internes du département de police lança une enquête sur le passé de Thomas Whitmore, aucun incident grave enregistré, mais un schéma récurrent d'interpellations disproportionnées de personnes de couleur dans des quartiers aisés. Des plaintes avaient été déposées par le passé, mais elles n'avaient jamais abouti. Désormais, tout remontait à la surface. Le public exigea des mesures immédiates. Le département annonça la suspension indéfinie de Thomas sans solde, accompagnée d'une formation obligatoire sur les billets implicites. Beaucoup jugèrent cette sanction insuffisante. Des militants réclamèrent des réformes plus larges, dénonçant une culture qui permettait ces discriminations systémiques. Des rumeurs circulèrent sur une éventuelle plainte de Dr Carter. Des experts juridiques évoquèrent une arrestation abusive et de possibles violations des droits civiques. Mais Ben hésitait. Il voulait des comptes, mais son cœur était dans la médecine, pas dans les batailles judiciaires. Il fut inondé de demandes d'interviews de la presse nationale. L'incident, chargé d'un symbolisme frappant, un médecin noir en blouse plaqué contre sa voiture par un policier blanc, devint un point central des débats sur le racisme, le maintien de l'ordre et les billets inconscients. Une semaine après l'incident, la tension atteignit son paroxysme. Des manifestants se rassemblèrent devant le commissariat, scandant « C'est un médecin, c'est un héros, pas un criminel » et stop au profilage racial. Le conseil municipal organisa une réunion d'urgence, invitant des leaders communautaires, des responsables des forces de l'ordre et Dr Carter. Vêtu d'un costume noir sobre, Ben arriva avec l'intention de parler de son expérience personnelle. La salle était bondée. Assis au fond, en tenue civile, Thomas Whitmore sentit le poids des regards brûlants posés sur lui. La honte le submergea. Il était l'homme à l'origine de ce scandale. La présidente du conseil ouvrit la session en appelant au dialogue. Dr Carter prit la parole, sa voix calme mais passionnée. « Mesdames et messieurs, je vous remercie pour vos appels à la justice. Mais permettez-moi de dire ceci, je ne suis pas seul à vivre cela. J'ai simplement eu la chance d'en sortir indemne et d'avoir une plateforme pour en parler. De nombreux hommes et femmes noirs subissent de bien pire chaque jour, loin des caméras. Nous avons besoin de formations adaptées, de responsabilité, d'un changement dans la manière dont les policiers perçoivent qui a sa place et qui ne l'a pas. Cette ville est à un tournant, soit nous continuons comme avant, soit nous transformons cette tragédie en progrès. » Un tonnerre d'applaudissements éclata. Quand ce fut au tour de Thomas Whitmore de parler, des huées retentirent. Tremblant légèrement, il avança vers le micro. « Je sais que j'ai blessé docteur. Carter, je sais que j'ai causé du tort à cette communauté. Si je pouvais revenir en arrière... » Il prit une profonde inspiration, sa voix s'effritant. « J'ai laissé mes suppositions l'emporter sur la réalité. Et ce n'était pas la première fois que mes biais guidaient mes décisions, même si je ne réalisais pas à quel point ils étaient ancrés. Je suis désolé, docteur. » Carter, sincèrement. Un silence chargé d'émotions s'installa. Certains militants restèrent sceptiques, d'autres détectèrent une lueur de sincérité. La présidente du conseil reprit la parole, avançant la discussion, mais le contraste entre leurs vécus marqua profondément l'assemblée. Dès cette nuit-là, la ville entra dans une phase de réflexion intense. Sous pression du chef de la police et du maire, le département mit en place un programme pilote de formation annuelle obligatoire sur les biais implicites pour tous les agents. Un comité de surveillance civile fut également instauré, permettant aux résidents d'évaluer les contrôles contestés. Ces mesures ne suffisaient pas à résoudre tous les problèmes, mais elles représentaient un début. Pour certains, ce n'était qu'un pansement sur une plaie béante, pour d'autres, c'était une avancée. Dr Carter, lui, trouva sa place à l'avant-garde d'une coalition locale regroupant professionnels de santé et défenseurs de la justice sociale. Il argumenta que la méfiance envers la police n'était pas seulement une question légale, mais un problème de santé publique. Les traumatismes liés aux discriminations impactaient gravement le bien-être mental et physique. Il profita de ses apparitions dans les médias pour raconter l'histoire de patients évitant les urgences par crainte de la présence policière dans les hôpitaux. Peu à peu, il passa du statut de victime à celui de figure du changement. Dans la communauté, on commença à l'appeler Docteur. Hope, un surnom qui le faisait sourire avec une gêne amusée. 3 mois après l'incident, un grand forum fut organisé, réunissant représentants des forces de l'ordre, militants des droits civiques et professionnels de divers secteurs. Le moment phare de la soirée serait un panel intitulé « Où allons-nous à partir d'ici ?» avec parmi les intervenants, Dr Benjamin Carter, et controversé, l'agent Thomas Whitmore, toujours suspendu, mais qui avait exprimé son désir d'apprendre.
Certains critiquèrent fermement ce choix. Pourquoi donner une tribune à un policier qui avait failli détruire la vie d'un homme innocent? Mais les organisateurs défendirent leur décision. Montrer comment un agent pouvait affronter ses erreurs et peut-être amorcer un véritable changement. Le soir du forum, l'auditorium était bondé de journalistes, d'activistes et de citoyens ordinaires. Certains brandissaient des pancartes « Stop au profilage » ou « La médecine contre les préjugés ». Une tension mêlée de curiosité flottait dans l'air. Dr Carter arriva vêtu d'un blazer sombre, scrutant la foule. Il reconnut des familles de l'hôpital, des infirmières avec qui il travaillait, quelques politiciens locaux. Sur scène, des sièges étaient disposés pour le panel. Thomas arriva discrètement, en tenue civile, l'air épuisé, mais déterminé. Un silence s'installa lorsque le modérateur les présenta. Dr Carter parla en premier, relatant l'humiliation subie devant chez lui. La douleur d'avoir été assimilé à un criminel. Il élargit ensuite son propos, citant des études montrant que de nombreux professionnels noirs vivant dans des quartiers aisés subissent une surveillance policière excessive. Le public hocha la tête, certains yeux s'embuant de larmes. Puis le modérateur donna la parole à Thomas. Il s'accrocha au micro, la voix tremblante. « Je ne peux pas effacer ce que j'ai fait au docteur Carter. Je ne peux pas l'excuser. Je suis ici parce que je réalise que j'ai fait partie d'un problème plus vaste, que mes suppositions étaient façonnées par des préjugés que je n'avais jamais remis en question. Je veux faire mieux, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont perdu confiance en la police. Cette confiance est brisée et c'est à nous de la reconstruire. » Des murmures parcoururent la foule. Beaucoup s'attendaient à un échange houleux, mais le regret de Thomas semblait sincère. Dr Carter, bien que toujours marqué par le traumatisme, reconnut l'excuse. « La confiance se mérite, dit-il simplement. Si vos remords se traduisent en action, éducation, plaidoyer, changement des mentalités de vos collègues, alors peut-être verrons-nous des progrès. » L'Assemblée applaudit vivement. Ce moment semblait symboliser à lui seul la manière dont la responsabilité individuelle pouvait amorcer une évolution institutionnelle. Durant l'heure suivante, le panel répondit aux questions du public. Certains louèrent le calme du docteur Carter, tandis que d'autres défièrent Thomas de détailler concrètement ses actions contre le racisme au sein de la police. Il s'engagea à faire du bénévolat auprès des jeunes, à parler ouvertement de ses erreurs lors des briefings policiers, à plaider pour une formation plus approfondie. Le scepticisme demeurait, les mots ne suffisaient pas, mais le fait qu'un policier admette sa complicité dans un biais systémique était un signal nouveau pour beaucoup. La soirée se conclut sur des appels sincères à l'unité. Dr Carter fit une déclaration finale. « Le soir où j'ai été humilié, je me suis senti impuissant. Mais dans cette impuissance, une communauté a trouvé sa voie. Nous devons avancer en veillant à ce que personne d'autre ne subisse une scène comme celle que nous avons vécue cette nuit-là. Notre ville vaut mieux que ça, et ensemble, nous pouvons le prouver. » L'ovation qui suivit fit vibrer les murs de l'auditorium. Après la session, l'agent Whitmore resta quelques minutes pour parler avec des participants qui lui posèrent des questions directes. Il écouta, essuyant parfois des larmes, répétant qu'il s'engageait à apprendre et à évoluer. Dr Carter s'approcha et ils échangèrent une poignée de main sobre. Ce n'était pas une amitié, peut-être que ça ne le deviendrait jamais, mais c'était une reconnaissance mutuelle de leurs efforts pour avancer. Dans les mois suivants, de petits changements concrets commencèrent à se mettre en place. Le département de police instaura un protocole exigeant une justification claire et documentée pour chaque contrôle, en particulier dans les quartiers dits aisés. Des liaisons civiles, dont Dr Carter, participèrent aux examens mensuels des vidéos de caméras piétons. Peu à peu, les données montrèrent une légère diminution des contrôles raciaux injustifiés. De son côté, Dr Carter étendit son engagement. Il assista aux réunions du conseil municipal et défendit une proposition visant à associer des policiers à des travailleurs sociaux spécialisés dans les conflits liés aux biais raciaux. L'hôpital Riverwood Central lança également des formations sur la sensibilité raciale pour son personnel de sécurité, favorisant un dialogue entre le personnel hospitalier, la police et les résidents du quartier. Thomas, quant à lui, réintégra progressivement la police sous supervision stricte. Il rejoignit la toute nouvelle équipe d'engagement communautaire, passant ses week-ends à encadrer des jeunes, parfois sous la direction de Dr Carter. Tous deux maintinrent un rapport respectueux mais prudent. Un jour, alors qu'ils distribuaient des vêtements dans un refuge pour sans-abri, un adolescent reconnut les deux hommes grâce aux vidéos virales et demanda « Alors, vous êtes amis maintenant ou quoi ?» Dr Carter échangea un regard avec Thomas avant de répondre « On travaille ensemble pour s'assurer que ce qui m'est arrivé ne t'arrive pas. » L'adolescent sourit avec cette incertitude propre aux jeunes qui découvrent un rare exemple de responsabilité adulte. En dehors des projecteurs officiels, le Dr Carter continua à mener une vie mêlant pratique médicale intense et rôle soudain de leader social. Il prenait des soirées pour parler dans des universités locales du racisme dans la médecine et le maintien de l'ordre, établissant des parallèles entre les biais structurels dans les soins de santé et dans la police. Il disait aux étudiants « Si je suis ici,
c'est parce que cette ville, notre société, voit encore la couleur avant les compétences. Si un homme en blouse, avec une carte d'identité, peut être plaqué contre le capot de sa propre voiture, imaginez quelqu'un avec moins de ressources. Chaque fois, ces mots résonnaient auprès d'une génération prête à militer. Alors que l'anniversaire de l'incident approchait, des journalistes locaux contactèrent le docteur Carter et le département de police pour un suivi. Un petit événement fut organisé au centre civique de la ville, incluant un panel intitulé « Guérir les divisions ». Une fois encore, Thomas Whitmore et le docteur Carter se retrouvèrent côte à côte devant un public. Cette fois, la foule comptait moins de pancartes de protestation et davantage de visages curieux. Beaucoup voulurent savoir si une véritable transformation avait eu lieu ou si ce n'était que des mots. Le docteur Carter décrivit à quel point cette nuit avait été traumatisante, mais aussi comment le soutien massif qu'il avait reçu l'avait conduit à repenser les façons dont police et communauté pourraient coopérer. Thomas, visiblement plus humble, parla de ses efforts quotidiens pour remettre en question ses propres suppositions, de ses rencontres avec des groupes de défense des droits civiques et de ses lectures sur le racisme systémique. Certains auditeurs acquiescèrent, tandis que d'autres restèrent sceptiques. Dans un moment symbolique, à la fin de la discussion, une petite fille dans le public, portant un collier en forme de stéthoscope, se leva et demanda au docteur Carter « Tu vas rester médecin ou tu veux devenir policier aussi ?» Un rire doux parcourut la salle. Le docteur Carter sourit gentiment et répondit « Je resterai médecin, c'est ce que je suis censé faire. Mais j'espère pouvoir guérir non seulement les patients, mais aussi les fractures de notre société. Et pour cela, je suis prêt à travailler avec quiconque croit au changement. » La fillette applaudit, visiblement satisfaite. Ils conclurent le forum avec un moment photographique. Le docteur Carter et l'agent Whitmore debout côte à côte, recevant des applaudissements mêlés d'une acceptation prudente du public. La presse locale écrivit que la ville avait fait des progrès, bien que beaucoup reconnaissaient que le chemin pour éradiquer les biais systémiques dépassait largement une excuse ou une séance de formation. Le docteur Carter souligna la nécessité de poursuivre les réformes législatives et les mesures de responsabilité, et pas seulement la contrition personnelle. Pendant ce temps, dans des lieux plus informels, salons de coiffure, cafés, salles d'attente des hôpitaux, les gens débattaient pour savoir si le policier avait vraiment changé ou si l'activisme du docteur Carter suffirait à faire bouger les lignes à l'échelle de la ville. Quelques semaines plus tard, le docteur Carter reprit son emploi du temps typique à Riverwood Central, bien que son rôle ait évolué pour inclure la codirection d'un groupe de travail hospitalier sur l'équité raciale dans les services aux patients. On le voyait guider de nouveaux internes, puis enchaîner avec des discussions avec des liaisons policières sur la compétence culturelle, une routine devenue quotidienne. Il rentrait toujours tard le soir ou tôt le matin. Parfois, le souvenir de cette confrontation humiliante refaisait surface. La sensation du métal froid du capot, la douleur des menottes, mais il utilisait cette mémoire comme un moteur alimentant sa mission pour s'assurer que plus personne, médecin ou non, n'ait à prouver qu'il appartient à son propre quartier. L'agent Whitmore, relégué à des tâches administratives pendant un temps, s'impliqua progressivement dans des activités de sensibilisation. Il visita des écoles locales, expliquant aux élèves l'importance de remettre en question les stéréotypes. Certains le taquinèrent, faisant référence à la vidéo virale, mais il prit cela avec philosophie, répondant souvent que ce ridicule était une fraction de la douleur subie par ceux qui sont injustement profilés. Il trouva une camaraderie surprenante avec des collègues cherchant eux aussi une introspection plus profonde sur la culture policière. En dehors des projecteurs officiels, le docteur Carter continua à mener une vie mêlant pratique médicale intense et rôle soudain de leader social. Il prenait des soirées pour parler dans des universités locales du racisme dans la médecine et le maintien de l'ordre, établissant des parallèles entre les biais structurels dans les soins de santé et dans la police. Il disait aux étudiants « Si je suis ici, c'est parce que cette ville, notre société, voit encore la couleur avant les compétences. Si un homme en blouse, avec une carte d'identité, peut être plaqué contre le capot de sa propre voiture, imaginez quelqu'un avec moins de ressources. » Chaque fois, ces mots résonnaient auprès d'une génération prête à militer. Alors que l'anniversaire de l'incident approchait, des journalistes locaux contactèrent le docteur Carter et le département de police pour un suivi. Un petit événement fut organisé au centre civique de la ville, incluant un panel intitulé « Guérir les divisions ». Une fois encore, Thomas Whitmore et le docteur Carter se retrouvèrent côte à côte devant un public. Cette fois, la foule comptait moins de pancartes de protestation et davantage de visages curieux. Beaucoup voulurent savoir si une véritable transformation avait eu lieu ou si ce n'était que des mots. Le docteur Carter décrivit à quel point cette nuit avait été traumatisante, mais aussi comment le soutien massif qu'il avait reçu l'avait conduit à repenser les façons dont police et communauté pourraient coopérer.
Thomas, visiblement plus humble, parla de ses efforts quotidiens pour remettre en question ses propres suppositions, de ses rencontres avec des groupes de défense des droits civiques et de ses lectures sur le racisme systémique. Certains auditeurs acquiescèrent, tandis que d'autres restèrent sceptiques. Dans un moment symbolique, à la fin de la discussion, une petite fille dans le public, portant un collier en forme de stéthoscope, se leva et demanda au docteur Carter « Tu vas rester médecin ou tu veux devenir policier aussi ?» Un rire doux parcourut la salle. Le docteur Carter sourit gentiment et répondit « Je resterai médecin, c'est ce que je suis censé faire. Mais j'espère pouvoir guérir non seulement les patients, mais aussi les fractures de notre société. Et pour cela, je suis prêt à travailler avec quiconque croit au changement. » La fillette applaudit, visiblement satisfaite. Ils conclurent le forum avec un moment photographique. Le docteur Carter et l'agent Whitmore debout côte à côte, recevant des applaudissements mêlés d'une acceptation prudente du public. La presse locale écrivit que la ville avait fait des progrès, bien que beaucoup reconnaissaient que le chemin pour éradiquer les biais systémiques dépassait largement une excuse ou une séance de formation. Le docteur Carter souligna la nécessité de poursuivre les réformes législatives et les mesures de responsabilité, et pas seulement la contrition personnelle. Pendant ce temps, dans des lieux plus informels, salons de coiffure, cafés, salles d'attente des hôpitaux, les gens débattaient pour savoir si le policier avait vraiment changé ou si l'activisme du docteur Carter suffirait à faire bouger les lignes à l'échelle de la ville. Quelques semaines plus tard, le docteur Carter reprit son emploi du temps typique à Riverwood Central, bien que son rôle ait évolué pour inclure la codirection d'un groupe de travail hospitalier sur l'équité raciale dans les services aux patients. On le voyait guider de nouveaux internes, puis enchaîner avec des discussions avec des liaisons policières sur la compétence culturelle, une routine devenue quotidienne. Il rentrait toujours tard le soir ou tôt le matin. Parfois, le souvenir de cette confrontation humiliante refaisait surface. La sensation du métal froid du capot, la douleur des menottes, mais il utilisait cette mémoire comme un moteur alimentant sa mission pour s'assurer que plus personne, médecin ou non, n'ait à prouver qu'il appartient à son propre quartier. L'agent Whitmore, relégué à des tâches administratives pendant un temps, s'impliqua progressivement dans des activités de sensibilisation. Il visita des écoles locales, expliquant aux élèves l'importance de remettre en question les stéréotypes. Certains le taquinèrent, faisant référence à la vidéo virale, mais il prit cela avec philosophie, répondant souvent que ce ridicule était une fraction de la douleur subie par ceux qui sont injustement profilés. Il trouva une camaraderie surprenante avec des collègues cherchant eux aussi une introspection plus profonde sur la culture policière. La première fois qu'il patrouilla seul de nuit après son retour, il admit ressentir une boule dans l'estomac, la peur de répéter les erreurs du passé. Il se força à aborder les gens avec courtoisie, à vérifier les papiers, non pas par suspicion immédiate, mais en dernier recours, veillant à leur donner la chance de s'expliquer sans préjugés. Il trouva cela émotionnellement épuisant, mais finit par reconnaître le soulagement que procurait une approche policière moins hostile. Dans un retournement symbolique, 6 mois après l'incident, le docteur Carter et l'officier Whitmore se portèrent de volontaires lors d'une campagne de santé communautaire dans un parc local. Des tentes proposaient des contrôles gratuits de tension artérielle, des examens dentaires et des vaccinations de base. La présence policière visait à garantir un environnement sûr, mais historiquement, beaucoup l'évitaient, l'associant à l'intimidation. Cette fois, cependant, l'ambiance était différente. Des familles amenèrent leurs enfants qui riaient en voyant un officier tenter d'aider une infirmière à peser des tout-petits. Le docteur Carter passait d'une tente à l'autre, consultant sur des problèmes mineurs. Chaque fois qu'il croisait le regard de Thomas, un échange tacite se produisait. Voilà à quoi pourrait ressembler le rapprochement, aussi imparfait soit-il. Vers la fin de la journée, une mère discrète approcha le docteur Carter, confiant qu'elle évitait habituellement les événements où la police était présente en raison d'une expérience négative passée. Pourtant, elle le remercia d'avoir plaidé publiquement, disant que cela lui avait donné le courage de venir. Pendant ce temps, un homme âgé dit à Thomas qu'il avait autrefois méfiance envers tout le département, mais qu'il voyait ses efforts pour se racheter, ce qui adoucissait légèrement sa position. L'après-midi se termina avec les deux hommes, en sueur et fatigués, mais satisfaits de voir que de petits actes d'unité prenaient racine. Au cours des mois suivants, l'histoire du docteur Carter et de l'officier Whitmore refit occasionnellement surface dans les conversations nationales sur le maintien de l'ordre. Bien que tout le monde n'embrassât pas la nuance, certains accusaient le docteur Carter de pardonner à un raciste, d'autres disaient que le repentir de Thomas n'était qu'une façade. Les deux hommes, par leurs actions quotidiennes, tentèrent de prouver que la guérison, bien que difficile, était possible. Le docteur Carter continua à jongler entre ses fonctions médicales et son activisme croissant. Il ne laissa jamais la lumière des projecteurs médiatiques éclipser son identité première de médecin dévoué à sauver des vies.
Si une équipe de télévision l'interpellait dans un couloir de l'hôpital pour obtenir des commentaires, il parlait brièvement, puis retournait auprès de ses patients. À l'approche du premier anniversaire de la confrontation, le climat de la ville avait légèrement changé. Les nouvelles politiques policières montraient des données préliminaires indiquant une diminution des contrôles aléatoires. Et lorsque des contrôles avaient lieu, ils suivaient des procédures de documentation plus strictes. La culture interne des officiers luttait encore contre des attitudes profondément enracinées. Mais des progrès progressifs furent notés par les observateurs. Un journal local publia un article intitulé « Un an après le contrôle controversé, sommes-nous plus proches de la justice ?» Le docteur Carter donna une interview mesurée saluant les changements mais appelant à un travail plus approfondi. « La transformation ne se fait pas avec une seule politique ou une seule excuse », déclara-t-il. « C'est un marathon de responsabilité. » Par une soirée d'automne fraîche, un autre forum les réunit à nouveau. Réflexion un an après l'épreuve du docteur Carter. Le docteur Carter arrive vêtu d'un pantalon sombre et d'une chemise impeccable. L'officier Whitmore, de retour à des fonctions de terrain limitées, portait des vêtements civils. Ils s'assirent côte à côte sur une scène dans un auditorium universitaire local. La foule était plus petite qu'au sommet de la controverse, mais l'atmosphère plus intime, plus réfléchie. Chaque homme raconta son parcours, la nuit du contrôle injustifié, les vidéos devenues virales, le contre-coup de la ville et l'introspection forcée. Thomas admit qu'il luttait encore quotidiennement avec la culpabilité, notamment en entendant les récits de résidents noirs qui décrivaient des expériences similaires ou pires. « J'avais l'habitude de rejeter ces histoires comme exagérées », avoua-t-il. « Maintenant, je réalise que j'étais aveugle. Le plus difficile est d'accepter que j'ai contribué à un schéma qui a traumatisé des gens. » Le docteur Carter, la main posée sur le bras de sa chaise, hocha la tête. La reconnaissance est un début. Mais la vraie question est de savoir combien d'autres officiers confronteront leurs préjugés avant qu'une autre vie ne soit bouleversée. Lors de la séance de questions-réponses, un étudiant demanda au docteur Carter « Si vous pouviez revenir en arrière, auriez-vous agi différemment cette nuit-là » Il fit une pause. « Dans un monde parfait, je ne devrais rien faire différemment. Je rentrais simplement chez moi. La responsabilité revient au système qui a conduit un officier à me traiter comme une menace. Mais je regrette de ne pas avoir porté une preuve plus visible de qui j'étais, même si c'est un fardeau injuste. Le véritable fardeau est sur nous collectivement pour veiller à ce que les gens ne soient pas harcelés sans raison. » Près de la fin, une femme âgée dans le public se leva, décrivant comment son neveu, un jeune diplômé noir, avait également été profilé de manière similaire. Les larmes aux yeux, elle demanda à Thomas ce qu'il dirait aux jeunes qui craignent la police. Thomas répondit lentement « Je dirais, je comprends pourquoi vous nous craignez. Nous devons gagner votre confiance. Les mots ne suffisent pas. C'est à moi, à mes collègues, de montrer par nos actes que nous pouvons être meilleurs que les stéréotypes que nous avons perpétués. » Des applaudissements résonnèrent. Le docteur Carter tapota légèrement l'épaule de Thomas, un geste de solidarité partielle. Leur alliance n'était pas parfaite, mais elle symbolisait un engagement à continuer de progresser. À la fin de la soirée, l'auditorium se vida. Le docteur Carter et l'officier Whitmore restèrent brièvement, échangeant quelques dernières pensées. L'air semblait moins chargé, bien que le contexte d'injustice persistât. Ils se séparèrent avec un signe de tête, retournant chacun à leur vie respective. Ben a une garde matinale à l'hôpital, Thomas a une patrouille nocturne, espérant être plus éclairé. Les graines de la transformation avaient été plantées, mais déraciner pleinement les préjugés resterait un combat plus long, nécessitant des soins constants. De retour à Riverwood Central, le docteur Carter trouva du réconfort en se préparant pour une intervention chirurgicale. L'adrénaline de sauver une vie éclipsa brièvement les douleurs du passé. Mais en remplaçant les gants usagés, une image de cette nuit humiliante lui traversa l'esprit. Il pouvait encore sentir le capot humide de la voiture contre sa joue, le genou de l'officier dans son dos. Cette pensée alluma un serment silencieux. Plus jamais. Il visait à s'assurer qu'aucun autre professionnel noir, qu'aucune autre personne innocente n'endure un tel traumatisme, du moins pas sans exiger des comptes. À Tall Pines Ridge, Thomas Whitmore conduisait sa voiture de patrouille le long d'un itinéraire familier, mais cette fois, il ne ressentit aucun soupçon automatique en voyant un jogger noir dans ce beau quartier. À la place, il fit un signe de la main, se souvenant des sessions sur les billets implicites qu'il avait suivis. Le jogger répondit d'un signe et continua son chemin sans crainte. Thomas soupira. Ce n'était peut-être qu'une petite scène, mais cela ressemblait à un progrès. Il reconnaissait que son travail ne consistait plus à confirmer des préjugés, mais à garantir la sécurité pour tous. Mentalement, il remercia le docteur Carter de l'avoir confronté à une réalité qu'il ne pouvait plus ignorer. Ainsi, leurs vies suivirent leur cours, l'un soignant des patients, l'autre patrouillant dans les rues, tous deux façonnés par une rencontre qui les força à apercevoir comment le racisme déforme la vie quotidienne. La ville où ils vivaient,
fit des pas lents vers une réforme. Les militants restaient vigilants, rappelant à tous que la véritable égalité ne serait atteinte que si l'élan ne faiblissait jamais. Le docteur Carter, bien que hésitant à être considéré comme une icône, continua à être une voix de raison et de compassion, reliant le domaine médical à la défense sociale. L'officier Whitmore s'engagea sur un long chemin d'introspection, défendant de nouveaux protocoles de formation lors de réunions et parlant franchement aux jeunes recrues des dangers des préjugés non examinés. Dans la scène finale, un vendredi après-midi tardif, l'hôpital organisait une foire de santé communautaire. Le docteur Carter supervisait un stand proposant des contrôles gratuits de tension artérielle. Des banderoles au-dessus affichaient « Riverwood s'engage, construire des ponts pour la santé ». Des dizaines de familles déambulaient. Dans un coin, l'officier Whitmore, en congé, aidait à orienter les gens entre les stands, encourageant les participants à passer des examens de dépistage. Lorsqu'ils se croisèrent du regard, ils se saluèrent poliment d'un signe de tête. Plus tard, une équipe de télévision filmant un segment local d'intérêt général les reconnut et demanda une interview commune. Ils hésitèrent, puis acceptèrent. Le journaliste leur demanda s'ils avaient un dernier conseil à donner. Le docteur Carter répondit « Mon rôle est de soigner. C'est ce que je fais en tant que médecin. Et parfois, soigner signifie s'attaquer aux blessures de la société, pas seulement du corps. » L'officier Whitmore ajouta « Mon rôle est de protéger. Mais cette protection doit inclure la dignité de chacun, pas seulement les biens ou le confort de certaines personnes. » La caméra s'éloigna, alors que les deux hommes, côte à côte, accueillaient des familles. Une image symbolique émergea. Un rapprochement de deux mondes, la médecine et les forces de l'ordre, qui s'étaient autrefois affrontés douloureusement mais cherchèrent désormais à collaborer pour le bien commun. Cette dernière image devint la scène de clôture de l'émission. L'officier blanc en tenue civile, le médecin noir en blouse blanche, coexistant dans le même cadre, chacun ayant appris une dimension différente de l'empathie à partir de la crise qui les avait initialement opposés. Les derniers ces mots prononcés à l'écran furent le rappel doux du docteur Carter. Si nous voulons arrêter ces tragédies, nous devons dépasser la peur, dépasser les stéréotypes et agir en tant que voisins unis par une humanité commune. L'émission se termina sous les applaudissements. Un témoignage que leur histoire, bien qu'ancrée dans l'humiliation, avait fleuri en quelque chose qui offrait un aperçu d'espoir pour une communauté et une nation qui lutte encore avec le poids de l'injustice raciale.